important de programmer? Bien, quand on fait de la génomique, et quand même, ici on a une génomique fondamentale, cette UE de BI 423, eh bien, quand on fait de la génomique ou de la bioinformatique, il va falloir programmer. Alors, certains d'entre vous, pas tous, hein, loin s'en faut, vont s'orienter vers cette voie qui est assez porteur de poste. Hein. Dès qu'il y a de l'informatique, dès qu'on sait programmer, évidemment, on a un plus dans son CV par rapport à certaines personnes. Enfin, il faut aimer, hein. Sinon, c'est pas la peine de se lancer dans cette voie-là, même s'il y a du travail. Voilà, donc tous ceux qui se destineront à la bioinformatique ou à la génomique, eh bien, devront programmer, et c'est ce qu'on va faire. Alors pour les autres, pourquoi c'est important néanmoins de programmer également? C'est important de programmer parce que quand on est biologiste comme moi, on est massivement confronté à des programmes informatiques. Voilà. Alors, ces programmes informatiques, il faut savoir les installer, c'est pas ce qu'on va vous apprendre ici, mais surtout ces programmes informatiques ont besoin de données. Et souvent, quand il y a des données qui sortent d'un séquenceur, hein, qui séquence des génomes, etc., elles ne sont pas du tout au format accepté par les logiciels. Et si on ne sait pas programmer un petit peu, eh bien, on est bien désespéré. Voilà, on ne peut pas communiquer avec la machine, ce qui pose d'énormes problèmes. Alors, on va voir son service informatique, évidemment, qui existe dans toutes les grosses boîtes, et puis à la fac, et puis on va leur dire qu'on a un problème. Si vous avez des informaticiens en face de vous qui voient que vous ne savez pas programmer, que vous ne savez pas de ce dont vous parlez, ça ne va pas bien se passer. Il y a deux cas de figure. Soit vous allez leur demander un truc qui est complètement extravagant, qu'ils ne peuvent pas faire, et ils vont vous prendre pour un fou, parce qu'ils vont voir que vous n'y connaissez rien, et que ce n'est pas la peine de discuter avec vous. D'accord ? En revanche, s'ils voient que vous savez ce que c'est que la programmation, ce que c'est qu'une boucle, ce que c'est qu'un fichier, voilà, ce genre de choses qu'on va apprendre, eh bien, un dialogue va pouvoir se nouer entre l'informaticien, le bioinformaticien, et vous, le biologiste, d'accord ? Donc, si vous avez les notions qu'on va vous inculquer en 423 là, pendant quelques semaines, si vous avez les bases de la programmation, vous pourrez discuter avec des génomiciens, des bioinformaticiens, des informaticiens, et puis obtenir d'eux ce que vous souhaitez, d'accord ? En caricaturant à peine, voilà ce qui peut se passer quand on ne connaît pas la programmation informatique et qu'on s'adresse à un service d'informatique, de service. Soit ils voient que vous n'y connaissez rien, et alors il y a deux cas de figure extrêmes. Soit ils vont laisser tomber parce que ce que vous leur demandez, c'est complètement impossible à faire, ou soit c'est possible à faire, mais ils ont autre chose à faire et ils vont vous dire « Oh là là, c'est compliqué, j'ai pas trop le temps, je verrai ça plus tard. » D'accord ? Si vous montrez que vous êtes capable de comprendre les bases de la programmation et que ce que vous leur demandez, c'est pas si compliqué que ça, eh bien, ils vont pas vous prendre de haut et un dialogue va se nouer et puis vous allez obtenir d'eux à peu près ce que vous voulez. Voilà pour ce qui concerne les biologistes, l'intérêt de programmer. Alors, pour les informaticiens, puisqu'il y a aussi des informaticiens qui suivent cette UE, eh bien, en général, les informaticiens là, en deuxième année savent programmer. Donc ici, c'est plutôt votre première, pour les informaticiens, ce sera plutôt votre première approche de ce qu'on appelle un métier en vogue, hein, qui s'appelle data scientist, c'est-à-dire tous les métiers qui sont basés sur le traitement des données. Eh bien, des données, vous en aurez au cours de cette UE, ce sont des données de bioinformatique, de génomique, et ça sera votre première expérience finalement de data scientist. Voilà. Alors, je vais, après ce petit préambule, je vais pouvoir commencer. Alors, on y va. Alors, comment va se passer l'UE ? Ça, je ne sais pas si Françoise Lamy vous en a parlé, mais pour l'instant, on ne sait pas si un jour on sera confiné ou pas confiné. Si tout se passe bien, alors je vais communiquer avec vous via le chat, donc vous pouvez ouvrir le PDF que je vous ai donné. Hein. Si tout se passe bien, eh bien, les TP, ces TP de programmation, on les fait en salle cartable numérique avec un ordinateur. D'accord ? Sur cet ordinateur, il faut avoir tout ce qu'il faut avoir Python. D'accord ? Python pour programmer. Pourquoi ? Parce que c'est le langage qu'on a choisi pour vous initier aux bases de la programmation. Alors, si vous prenez une machine cartable numérique, pas de problème, il y a Python, vous pouvez travailler. Si vous avez un ordi du style un Linux ou un Mac, pas de problème, sur ces ordinateurs Unix, eh bien, il y a une version de Python de base. Il n'y a rien à installer. En revanche, si vous travaillez sur votre propre ordinateur et que cet ordinateur n'est pas un ordinateur ni un macOS ni un Linux, eh bien, vous allez devoir installer une machine virtuelle
d'accord, dont le lien, je vais vous le donner, mais il est sur il est sans problème sur, comment ça s'appelle? Il est sans problème sur sur le petit PDF que vous avez dû recevoir. Voilà. Voilà le lien, c'est un lien UVSQ. Donc pour pouvoir, quand vous avez du Windows, il faut installer une machine virtuelle. Cela dit, hein, il y a des gens qui sous Linux installent aussi la machine virtuelle parce que c'est pratique, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout un environnement de développement, ce qu'on appelle un IDE, d'accord. Il y a Python, il y a aussi Geany, qui est un petit éditeur pour faire des programmes, donc il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ont un Mac, il n'y a pas de souci, vous ouvrez une commande tool et Python est directement plugué dessus. Enfin ça, on verra au fur et à mesure. Voilà, donc si tout se passe bien, vous avez votre propre ordinateur avec tout ce qu'il faut dessus. Si vous avez Windows, il faudra installer un logiciel qui s'appelle VirtualBox plus la machine virtuelle que vous téléchargerez. Allez sur le site que je vous ai donné. Voilà. Et si vous avez un Mac ou un Linux, théoriquement Python est dessus, il n'y a rien à installer. Voilà. Cela étant, on s'est rendu compte dans les années précédentes que vous avez parfois des difficultés à installer la machine virtuelle de la fac qui offre Python sur vos ordinateurs. Alors à ce moment-là, ce qu'on peut vous proposer, et c'est là-dessus que je vais commencer mon cours, je vais illustrer mon cours un peu de programmation là-dessus, vous pouvez commencer par aller sur un site, et on va y aller ensemble, je vous passe le lien par la zone du chat, voilà, ça s'appelle Replit. Alors Replit, c'est un site qui permet de faire de la programmation online, c'est-à-dire vous n'avez rien à installer, donc c'est l'intérêt, vous n'avez absolument rien à installer, vous allez sur le site, vous créez un compte et vous avez directement accès à la possibilité de programmer en une cinquantaine de langages, d'accord. Il y a C, C++, Java, et il y a Python évidemment. Voilà, donc là, tout ce que je vais vous illustrer, les bases, les notions de base qu'on va voir aujourd'hui en cours, eh bien, je vais le faire sur Replit. Donc, je vais partager là, dans l'instant qui vient, un onglet et on va ensemble aller sous Replit. Alors, si vous voulez, pendant le déroulement du cours, vous pourrez également aller sur ce site-là et puis commencer à taper vos premières commandes en direct si vous le souhaitez. Sinon, vous pourrez regarder le cours en même temps. On peut faire les deux. Alors, j'y vais. Je vais partager j'ouvrirai un onglet, puis je viens partager cet onglet et on va ensemble aller sur Replit. Alors, je partage un onglet Chrome. Voilà, donc théoriquement, là, sur la page, maintenant, vous voyez, je suis dans Google, théoriquement, il n'y a pas de problème. Alors, s'il y a un petit souci, n'hésitez pas, parfois, vous savez, hein, quand on fait du distanciel, l'écran se fige, et donc, il faut me le dire, de manière à ce que je puisse reloader la page. Voilà. Allez, on y va, on est sur ce nouvel onglet, donc, hop, je vais taper dans Google pour que vous puissiez le voir, voilà, dans Google carrément, hop, je tape Replit et Google va faire son travail de navigateur, voilà, et a priori, maintenant, on est tous sur Replit. Voilà. Alors, alors voilà, donc Replit, c'est pour coder, créer et apprendre ensemble. Super, ça commence bien. Ne commencez pas par cliquer sur le bouton de Start Coding, ça, on verra ça plus tard, ok? Alors là, ce que je vais faire, dans un premier temps, j'ai pas le temps d'attendre que vous créez tous un compte Replit, c'est très simple. Hein, mais quand même, vous êtes 251 connectés. On n'a pas le temps d'attendre, donc on va utiliser Replit sans avoir créé de compte. On peut le faire, hein, donc c'est quand même, ça offre pas mal de possibilités. Alors comment faire ça? Donc vous êtes sur Replit, et puis vous allez aller tout à la fin de la page, voilà, tout à la fin de la page. Ici, voilà, je continue doucement. Et à la fin de la page, il y a tout un tas de langages qui sont proposés à la programmation. Évidemment, hein, ces langages, là j'ai highlighté le mot langage, que vous voyez là, c'est tout à la fin de la page. Hein, et je vais évidemment cliquer sur Python. Je clique sur Python et j'ai tout ce qu'il faut là, sans avoir installé quoi que ce soit. J'ai tout ce qu'il faut pour programmer en Python. Alors, à gauche, la fenêtre à gauche, c'est pour faire des programmes Python. D'accord? On verra ça en fin de cours. Et puis à droite,
ici à droite, où il y a marqué Python 3.2, ici, hein, voilà, à droite, là je vais passer dans la zone de chat aussi, eh bien il y a tout ce qu'il faut pour commencer à apprendre Python en ligne de commentaires sans faire de programme. On ne va pas commencer, hein, qui dit programmation, on dit faire des programmes, on ne va pas commencer là dans la première heure et demie de cours à faire des programmes. Hein. On va commencer, on en verra un à la fin, mais on va commencer par prendre en main Python. Voilà. Alors, pour éviter que la bande passante soit saturée, je vais de toute façon couper ma caméra. Peut-être que vous ne me voyez pas, mais là, je la coupe. Voilà, et je vais commencer donc à parler de Python. Alors, on verra comment créer un compte à la fin. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de créer de compte. On va commencer directement à apprendre à faire du Python comme ça. Alors, dans un premier temps, on va se placer dans la fenêtre de gauche. Et puis, on va parler de ce qu'on appelle les types de données. Alors, comme c'est un chapitre, c'est une tête de chapitre, je vais vous passer ça voilà, les types de données. Je vous passe ça dans la zone de chat. Et vous pouvez aussi vous référer au PDF qui a été mis en ligne. D'accord? Donc, on commence par ça, les types de données. C'est-à-dire, on va voir quel type de données peut prendre Python. Alors, dans Python, ici, 8, c'est un entier, pas de problème. 8.7, c'est un réel, pas de problème. Voilà, c'est ce qu'on appelle les types de données. Il y a les entiers, qu'on appelle aussi int en Python, parce que int comme integer, integer ça veut dire entier en anglais. Et puis les floats, ou les réels, comme 8.7, qu'on appelle float, parce qu'en anglais, les réels, ce sont les nombres dits à virgule. Hein, float, ça veut dire virgule. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les floats. Voilà. L'autre type de données, c'est la chaîne de caractères. Alors, c'est pas un hasard, voilà, c'est une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, ça commence par une double cote, une simple cote, et une suite de lettres, en général, une suite de lettres. Voilà. Et évidemment, c'est pas un hasard, ce type de données est très important en génomique et en bioinformatique. Pourquoi? Eh bien, parce que les génomes, comme par exemple le génome d'Escherichia coli, il fait 5 mégabases, donc il est constitué de la suite de 5 millions de nucléotides. Hein. En général, un colis normal fait à peu près 5 mégabases quand on a son génome. Voilà. Donc le génome humain, lui, fait 3 milliards de bases. Eh bien, donc, qu'est-ce qu'un génome? C'est ce qu'on appelle une string, une chaîne de caractères, c'est-à-dire une suite de A, de T, de G et de C. Voilà en gros les 3 premiers types de données que peut utiliser Python. Alors, sur ces données, on va pouvoir faire des opérations. Donc là, je vais vous montrer comment on utilise le Python comme une sorte de calculatrice. Hein. Et voilà, on commence par le début. Donc, sur ces types de données, on peut faire des opérations. Alors, on y va. Alors, par exemple, si je demande à Python combien font 2 fois 5, sans problème, il me répond 10. Il n'y a pas de surprise pour personne. Si on demande à Python combien fait 10 divisé par 5, eh bien, ça fait 2.0. Hein, voilà. Et puis, on peut faire 45 divisé par 9, 5.0. Et puis, on peut mettre des chaînes, des divisions un petit peu plus à virgule flottante. Voilà, donc voilà, on a aussi évidemment la soustraction, 7-9 ça fait -2, etc., etc. Alors, quand j'aurai trop de brouillon là sur mon code, il y a tout en haut à droite de la fenêtre, je peux faire un clear de manière à tout remettre à zéro. Hein, je le ferai régulièrement pour essayer d'alléger le plus possible la présentation. Voilà, et puis il y a aussi ça, c'est peut-être un petit peu plus surprenant. Qu'est-ce que c'est que le étoile-étoile? Certains le connaissent, hein, le étoile-étoile, c'est l'exposant. Ici, 2 étoile-étoile 3, c'est 2 exposant 3, donc ça fait 8. Hein, c'est 2 fois 2 fois 2. Voilà, donc ça fait 8. Donc là, je vous ai montré comment on peut utiliser Python comme une sorte de super calculatrice, mais attention, voilà, on fait les choses doucement. Voilà, donc je répète. Je pense que pour l'instant, je ne vous ai pas perdu. En Python, il y a 3 types de données qui sont les entiers, les nombres à virgule, entiers ou int, integer, les nombres à virgule, float, réel, et les chaînes de caractères string. D'accord? Sur ces types de données, on peut faire des opérations. Voilà, j'ai montré les principales opérations sur les types de données int, entier et puis réel. On verra qu'on peut faire aussi des opérations sur les chaînes de caractères. Je laisse ça un peu pour la suite. À Python, on peut lui demander aussi, on peut lui poser des questions. Par exemple, si je fais 2 supérieur à 3, je demande à Python, est-ce que 2 est supérieur à 3? Et là, il va me répondre,
false, parce qu'effectivement, 2 n'est pas supérieur à 3. En revanche, si je demande à Python, est-ce que 2 est inférieur à 3, là, il me répondra la modalité true. Donc, vous voyez ici, on sort un peu du mode calculette, on va un peu vers le mode programmation. On peut demander à Python si des expressions sont vraies ou sont fausses. D'accord? Et le true ou le false, le vrai ou le faux, c'est très important en programmation. Hein, voilà, donc on va doucement vers des choses qui sont un petit peu plus complexes. Donc on va commencer petit à petit à sortir du mode calculaire. Voilà, alors on a vu les principales opérations sur les entiers et les réels. Maintenant, comme je vous avais dit qu'il y avait un type de données qui s'appelle les chaînes de caractères, on peut faire aussi des opérations sur les chaînes de caractères. Alors attention, c'est là que ça commence à devenir un petit peu surprenant. Si je dis la chaîne de caractères A fois 3, ça ne veut rien dire. Si, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on va créer la chaîne de caractères A. C'est-à-dire que j'ai demandé à Python de répéter 3 fois la chaîne de caractères qui était à gauche du signe étoile. Je peux le faire avec ATGC. Si je demande à Python de faire ATGC x 4, eh bien, il va me mettre bout à bout, on dit me concaténer successivement la chaîne de caractères ATGC, et il va donc créer une nouvelle chaîne de caractères qui est composée de 4 fois ATGC. Donc vous voyez que les opérateurs fois, plus, on peut aussi, ils s'utilisent sur des types de données classiques, entiers ou réels, mais ils peuvent aussi s'utiliser sur des types de données chaînes de caractères. Alors on peut aussi additionner des chaînes de caractères. Si je dis à Python, fais-moi la chaîne de caractères AT plus GC, eh bien il va me créer une chaîne de caractères qui est la concaténation des deux chaînes, c'est-à-dire ATGC. D'accord? Donc je referai un petit point. On connaît 3 types de données, les entiers, les réels et les chaînes de caractères. Sur ces types de données, on peut faire des opérations qui sont la multiplication, l'addition, etc. etc. Tout n'est pas possible. En revanche, si je fais ça, par exemple, si je demande à Python de me faire AT moins ATT, il ne comprend pas. D'accord? Donc, sur les chaînes de caractères, tous les opérateurs ne sont pas applicables. Et puis, dernière chose à voir par rapport au type de données et aux opérations, Python s'aperçoit lorsqu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'un problème? C'est lorsque vous lui demandez finalement de mélanger des chaînes de caractères avec des entiers. Par exemple, si je demande à Python AT plus 3, il comprend pas ce que ça veut dire, parce que il voit qu'à gauche du plus, il y a une chaîne de caractères, à droite du plus, il y a un entier, et il ne sait pas ce que ça veut dire. D'accord? Donc voilà, donc vous verrez au fur et à mesure ce qui est permis de faire sur les chaînes de caractères et sur les entiers, et quels opérateurs on peut utiliser en fonction du type de caractère, du type de données qu'on utilise. Voilà, donc ça c'est la première chose à voir. Est-ce qu'à ce niveau-là du cours, il y a des questions? Est-ce qu'il y a des petites questions à poser à ce niveau-là du cours, ou ça va à peu près? Là, non? Ok, merci Solène. Ok, donc on va continuer. Un petit peu plus compliqué. Alors là, je vous demande de vous référer au cours que vous avez téléchargé, que j'ai téléchargé aussi. Donc, au transparent, voilà, au slide lequel? Voilà, le transparent 11, il y a voilà, vous allez au transparent, je crois que c'est le 11, voilà. Accès à une chaîne de caractères. Voilà, donc vous allez sur ce transparent-là, et je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant, mais c'est bien d'avoir le petit... comment ça s'appelle? C'est bien d'avoir le transparent devant soi. Alors, les chaînes de caractères, donc comme par exemple bonjour, moi je vais faire ATGC, hein. Voilà, ATGC, hein. Voilà. C'est aussi considéré comme un tableau. D'accord? Ici, c'est un tableau pour lequel, en position 0, parce que les informaticiens commencent leur tableau non pas à l'indice 1, hein, comme on a l'habitude, mais à l'indice 0. Donc en position 0, on a ici le A. En position 1, on a le T. En position 2, on a le G. En position 3, on a le C. Eh bien, on est capable d'extraire
à l'aide de l'opérateur crochet-crochet, on est capable d'extraire chacun des caractères. Je vais essayer de, voilà, ATGC. Donc, si je prends ATGC, je lui dis extrais-moi le caractère 0, et le caractère en première position de la chaîne ATGC, c'est le A, et donc on va m'écrire le A. Pareil, je peux dire à Python, extrais-moi le caractère en deuxième position de la chaîne. Deuxième position de la chaîne qui correspond à l'indice 1 du tableau. On est toujours décalé entre le langage naturel qu'on a et Python, là, on est à chaque fois décalé. Ici, le caractère en position, en indice 2, c'est-à-dire en position 3, c'est le G. Et puis enfin, le caractère en position 4, pour nous naturellement, mais qui en fait à l'indice 3, eh bien, c'est le C. D'accord? Donc comme ça, on peut accéder avec le caractère crochet ouvrant, crochet fermant, eh bien, on va pouvoir accéder à chacun des caractères d'une chaîne. Alors évidemment, si vous demandez à accéder à un caractère qui est hors limite, par exemple, il n'y a pas ici, cette chaîne, elle fait 4 caractères. Donc je sais que le caractère 100 n'existe pas. Donc si je dis, donne-moi le caractère en position à l'indice 99, c'est-à-dire en position 100 de la chaîne, que va me dire Python? Il va me dire index error, string index out of range, c'est-à-dire qu'il me dit que je demande d'accéder à une case du tableau qui est hors limite, parce que ce tableau fait 4 cases, des cases numérotées 0, 1, 2, 3. Hein. Alors, ce qui est difficile ici, c'est pas de comprendre l'idée qu'une chaîne de caractères, c'est un tableau, je pense que c'est assez facile, mais ce qui est difficile à se mettre, et quand vous commencez à programmer, il y a souvent des petits problèmes, c'est vous dire que le caractère 1, le premier caractère, il est en position 0 du tableau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est difficile à se rendre compte, sinon, c'est pas très compliqué. D'accord? Alors, on peut faire plus compliqué. Je vais redéfinir une chaîne de caractères, ATGC, voilà, cette chaîne de caractères-là, la voilà. Et cette fois, je vais lui demander, non pas, alors je peux, comme tout à l'heure, demander d'extraire le premier caractère, que voilà, mais je peux aussi lui demander d'extraire des caractères d'un indice donné à un autre indice. Tiens, par exemple ici, je vais lui demander d'extraire les caractères qui commencent à l'indice 0 et qui se terminent à l'indice 2. Voilà, c'est ce qu'on appelle le slicing. Ça permet de faire des tranches, d'accord? Ça permet d'extraire des sous-chaînes dans une chaîne. Voilà. Et donc, ici, il me renvoie à T. Alors, il y a encore un petit piège. Donc, 0, ça correspond à l'indice de A. Ensuite, T, ça correspond à l'indice de 1. Et ici, je lui demande d'aller jusqu'à 2, mais en fait, c'est 2 exclus. D'accord? Donc, je vais vous le passer dans la zone de chat, ça c'est aussi un petit problème, on le verra heureusement fortement en cours, hein, mais c'est aussi un petit problème à passer. Ici, attention, je vous l'envoie dans la zone de chat, 2 exclus. Voilà, donc on lui demande d'aller extraire tous les caractères de la position, pour répondre à Romain, on va de 0, alors on va de 0, alors je vais passer par la zone de chat ce que ça veut dire ça. Ce que ça veut dire ça, alors je vais passer par la zone de chat, ça veut dire qu'on va extraire tous les caractères, 0, 1, c'est tout. On ne va pas jusqu'à 2, c'est 2 exclus. Alors c'est peut-être un petit peu maladroit. Oui, le tableau commence à 0. Oui, le 0, c'est la case 0 du tableau. Hein. Si vous reportez au PDF que je vous ai mis en copie, vous voyez bien que ici, bonjour, donc la chaîne de caractères, c'est un tableau où B est en position 0, O en position 1, N en position 2, etc. etc. D'accord? Voilà. Donc l'extraction sous chaîne, le slicing, ça permet d'extraire des parties de la chaîne. D'accord? Donc on donne l'indice de départ et l'indice de fin qui ne sera pas compté voilà, qui ne sera pas compté dans le résultat. Alors, on va pas passer trop de temps là-dessus, mais voilà. Donc on peut comme ça extraire des parties d'une chaîne. Là, je peux par exemple demander d'extraire tout ce qui va de 3 à 5 exclu. Et donc, il va m'extraire le caractère à l'indice 3, c'est C, le caractère à l'indice 4, c'est G, et il n'ira pas au caractère à l'indice 5 parce que c'est de 3 à 5 exclu. D'accord? Voilà, donc on va pouvoir faire... Oui, je suis d'accord. Vous êtes un peu surpris, je suis d'accord avec vous. C'est pas du tout intuitif. Alors, il y a deux choses qui ne sont pas... Alors, je vais remettre la caméra pour ceux qui me voient.
on va pas passer trop. Attendez, voilà, on va pas passer trop de temps dessus parce qu'on a pas mal de choses à voir. Voilà, donc pour ceux qui me voient, pour ceux qui ont la chance ou la malchance de me voir, oui, pour les tableaux, un tableau en informatique commence à l'indice 0. Donc quand vous avez une chaîne de caractères, nous on dit, on a le caractère qui est en position 1, la position 1 pour nous, humains, enfin biologistes, c'est l'indice 0 du tableau. D'accord? Voilà, c'est comme ça. Donc on est décalé de 1. Voilà. Et quand on demande de sortir tous les caractères qui vont de l'indice 3 à 5, eh bien l'indice 5 n'est pas inclus. D'accord? Voilà, c'est comme ça, on ne pourra pas remettre en cause ces bases-là. Ok, allez, je répondrai plus tard à vos questions si vous voulez qu'on revienne sur les tableaux. On va commencer, on continue à avancer un petit peu. Voilà, donc je vais remettre ça à 0. Ok, et maintenant on va passer. Bon, ça c'était, on était en mode un petit peu, voilà, calculette ou pas, peu importe. On va passer maintenant à la notion fondamentale en informatique, c'est la notion de variable. On a vu les types de données, on a vu les opérations qu'on pouvait faire sur des types de données, et maintenant on va passer aux variables. Donc, comme on change de tête de chapitre, hop, je vais vous le passer par chat. C'est important, c'est une notion importante à voir. Hop, allez, notion de variable. On y va. La notion de variable, c'est une notion de case mémoire. Qu'est-ce que c'est qu'une mémoire en informatique? Eh bien, c'est des cases, et les cases, on y stocke des données, d'accord? Et ces cases sont repérées en programmation par des noms. On peut donner des noms de cases et ensuite y référer. Alors, je vais donner ici A, ça va être le nom d'une variable, et dans cette variable, je vais mettre 5. D'accord? A égale 5. Et encore une fois, c'est un petit problème auquel on est confronté. Quand je mets A égale 5, c'est l'affectation. Ça veut dire que j'ai une variable, je décide d'appeler une variable c'est une petite case, mémoire, d'accord, auquel j'ai donné un nom. Et pourquoi on l'appelle variable? Parce que le contenu de cette case-là peut varier. Il n'est pas fixe, il n'est pas fixé pour l'éternité, il peut varier. Ici, j'ai mis A égale 5, ça veut dire que dans la case, j'ai créé une case mémoire qui s'appelle A, et dedans, je lui ai mis 5. Attention, le égal ici, ce n'est pas l'égalité mathématique. D'accord? Donc, si je dis à Python, qu'y a-t-il dans A? Il va me répondre 5, mais je peux aussi lui demander, avec l'opération print, print en anglais, ça veut dire afficher, print A, ça veut dire qu'y a-t-il dans la case mémoire A? Et Python va me répondre, eh bien, il y a 5. D'accord? Donc ça, c'est la façon dont on va pouvoir affecter les cases mémoire. Alors, je peux aussi créer une nouvelle variable. Donc, cette variable B égale 6. Donc, si je demande qu'y a-t-il dans B, il y a 6. L'autre alternative, c'est de faire de prime B. Voilà. Et puis maintenant, je sais j'ai deux variables, donc deux cases mémoire qui contiennent respectivement chacune 5 et 6. Maintenant, je vais pouvoir faire des opérations sur ces variables. C'est-à-dire, je vais pouvoir demander à Python, additionne-moi le contenu de A au contenu de B. Et que me répond Python? 11. Pourquoi? Parce que dans A, il y a 5, et dans B, il y a 6. Donc, si je fais A plus B, eh bien, Python me dit qu'il y a 11. D'accord? Voilà, donc cette notion de case mémoire est importante. L'affectation, c'est une numération qui permet de mettre des données dans une variable. D'accord? La variable, elle est à gauche. On peut l'appeler comme on veut. Hein, je pourrais l'appeler Titi, par exemple. Je peux faire Titi égale 9. Et si je fais print Titi, qu'y a-t-il dans Titi? Eh bien, Python me répond 9. D'accord? Alors, je vais continuer. Donc, je refais. Donc, une case mémoire, je mets 9. B, je mets 7. Donc, si je fais A plus B, dedans, il y a 16. Et puis, je peux aussi dire que C égale A plus B. C'est-à-dire que je vais créer une case mémoire dont le nom est à gauche de l'affectation, du égal. Et dedans, je vais lui mettre la valeur qui est le résultat de l'opération A plus B. Donc, si je fais ça, qu'y a-t-il dans C? Eh bien, il y a le contenu de A plus B, c'est-à-dire 16. Hein. J'aurais pu faire aussi print C. Voilà, donc c'est la notion de variable et de case mémoire est fondamentale. Donc, je répète, je vais reprendre la caméra pour insister sur les choses. Voilà. Donc, l'affectation, c'est très important. L'affectation, c'est de type A
égale 8, d'accord? À gauche du égal. Alors, ne pas confondre le égal avec ne pas confondre le égal avec l'égalité mathématique. Hein, c'est l'affectation. Donc, quand je mets A égale 8, je dis que je vais créer en mémoire une case mémoire qui va s'appeler A, et dedans, je vais lui mettre 8. D'accord? C'est comme ça qu'il faut interpréter l'affectation. Voilà. Alors, on n'est pas obligé de mettre des entiers, des règles dans une variable. Par exemple, ici, je vais mettre dans cette variable, je vais mettre la chaîne de caractères ATGC. Donc, si je mets A, ou si je fais print de A, eh bien, le résultat pour Python, c'est la chaîne ATGC. Et maintenant, je peux même m'en servir comme tout à l'heure. Dans A, on a vu qu'il y a ATGC, donc je peux demander aussi, avec l'opérateur d'extraction de sous-chaîne, quel est le caractère à l'indice 0 de la chaîne de caractères contenue dans la variable A. Et là, on va me répondre A. D'accord? Donc voilà, on peut faire donc plein de choses avec cette notion d'affectation. D'accord? Donc, là. Alors, je laisse le plus compliqué pour la fin, pour maintenant, parce qu'ensuite, on va passer à une autre chose. C'est la suivante. Alors, je vais faire un clear, et je vais poser la petite question suivante. A égale A plus 1. C'est difficile à interpréter si on n'a pas compris ce que c'était que l'affectation. En revanche, si on a compris ce que c'était que l'affectation, ça va à peu près. Alors, on voit bien ici que le égal, l'affectation, ça n'a rien à voir avec les maths. Parce qu'en maths, par exemple, il n'y a aucun entier qui est égal à lui-même plus 1. D'accord, hein? Quand je dis ici A égale A plus 1, ce n'est pas l'égalité mathématique, c'est l'affectation. L'affectation, c'est ce qui est le plus important en informatique, d'accord? Ça commence par là. Eh bien, A égale A plus 1, ce n'est pas dire que ce n'est pas l'égalité mathématique, que je vous le répète, parce que ça ne voudrait rien dire qu'un entier, par exemple 8, c'est égal à lui-même, c'est-à-dire 8 plus 1. Non, 8 n'est pas égal à 9. Alors, comment fait-on pour interpréter ça? Eh bien, on va faire un petit exemple. Dans la case mémoire A, je vais mettre 8. Et si maintenant j'écris 8, A égale A plus 1, ça veut dire quoi? Eh bien, je vais regarder ce qu'il y a à gauche du signe à droite du signe d'affectation, ce que je viens d'highlighter. Qu'y a-t-il dans A? Il y a 8. 8 plus 1, ça fait 9. Et 9, je vais le mettre dans A. Donc, quelle est la nouvelle valeur de A? 9. D'accord? Voilà comment on interprète ce genre d'opération. D'accord? A égale A plus 1, ça veut dire que la nouvelle valeur de A, c'est l'ancienne valeur de A, c'est-à-dire 8 ici, enfin, la valeur courante de A, auquel j'ai rajouté 1. Voilà, donc ça peut vous déstabiliser. Évidemment, on travaillera ça intensément dans les jours, dans les semaines qui viennent, lorsqu'on va programmer. D'accord? Alors, attention, une dernière petite chose, si je fais B égale 7, donc si je fais, juste pour vous montrer que on perd les valeurs. Dans B, il y a 7, et puis maintenant, si je fais B égale 10, ben, dans B, il y a 10. Et il y a plus 7. Ça veut dire que quand on a fait une affectation, on dit qu'on écrase la valeur qui était précédemment contenue dans la variable. Et impossible de réaccéder à la valeur précédente. D'accord? Voilà pour la notion de variable. Alors peut-être une dernière petite chose, on peut aussi mettre des chaînes de caractères dans les variables. Je peux lui demander de faire, par exemple, voilà, hop, je dis que B, ça va être égal à quoi? Je regarde ce qu'il y a à droite du égal. À droite du égal, il y a la concaténation, la mise bout à bout de la chaîne AT avec la chaîne TG. Voilà. Et si je fais un print B, maintenant, eh bien, dans B, il y aura la chaîne ATTG. Voilà pour ce qui concerne la notion de variable, qui est une notion fondamentale en programmation lorsqu'on programme. Voilà. Alors, on va continuer. On va revenir sur les opérateurs. Les opérateurs, je vais vous... Voilà, il y a d'autres opérateurs de comparaison. Je vais vous les donner dans la zone de chat. Voilà. Et je vais évidemment les illustrer.
Alors, hop, je à 0. Donc, il y avait l'opérateur supérieur, voilà. Supérieur ou égal. Alors, par exemple, 4, est-ce que 4 est supérieur au sens strict à 4? C'est ce que je demande à Python. Ben, la réponse, c'est non. En revanche, si c'est supérieur ou égal, voilà, c'est comme ça qu'on note supérieur ou égal. D'accord? Voilà. Donc, le inférieur ou égal, on le note comme ça. Voilà. L'égalité mathématique, c'est est-ce que 4 égale 4? C'est l'égalité mathématique. D'accord? Et la différence, c'est point d'exclamation égal. D'accord? Donc, voilà. Voilà. Donc, il faut les apprendre. Voilà, quand vous allez programmer, bon, supérieur, c'est supérieur comme d'habitude, inférieur, inférieur comme d'habitude. L'égalité mathématique, c'est le égal. Inférieur égal, c'est noté inférieur égal, et supérieur égal, c'est noté supérieur égal. D'accord? Donc ça, c'est les différents petits opérateurs qui sont utilisés pour faire des tests. Voilà. Et puis, il y a aussi des connecteurs logiques, AND et OR, qu'on verra plus tard. D'accord? On les verra en cours de TP. Alors, je regarde les petites questions. Alors, oui, c'est différent. Voilà, c'est tout à fait. Merci de répondre à vos camarades. Voilà. Par exemple, ici, 4 est bien différent de 7. En revanche, si je demande est-ce que 4 est différent de 4, Python me répond false, parce qu'effectivement, 4 n'est pas différent de 4. Voilà, donc c'est les petits opérateurs qu'on utilise. Voilà, ils sont pas contre-intuitifs, hein, ils sont totalement intuitifs. Il y a juste deux choses. Voilà, je vais remettre la caméra, pour ceux qui en disposent, parfois c'est plus agréable. Voilà. Ici, il faut juste les apprendre. Il faut juste apprendre que l'égalité mathématique en Python, c'est égal. C'est vrai dans la plupart des langages. Alors pourquoi juste, c'est une anecdote, hein, mais quand on programme, l'affectation, c'est une des choses les plus importantes. Donc l'affectation, c'est égal. Et l'égalité mathématique, c'est égal. D'accord? On a relégué l'égalité mathématique après l'affectation. Voilà, l'affectation, c'est le plus important. Donc, quand vous voyez égal dans une expression en Python, ça veut dire qu'il s'agit d'initialiser une case mémoire. D'accord? Quand vous voyez le égal, il s'agit de faire un test. On teste si ce qui est à gauche de l'opérateur, ici égal, est égal ou pas, est égal mathématiquement ou pas à ce qui est à droite. D'accord? Voilà, donc ensuite, il faut essayer de retenir un petit peu que l'égalité mathématique, c'est égal, et que la différence, c'est point d'exclamation égal. On continue. Voilà, on va continuer. On va continuer. Je vais vous présenter d'autres opérateurs. Alors maintenant, je vais vous présenter la notion de méthode. Je vais vous présenter rapidement la notion de méthode. Je vais le mettre dans la zone de chat. La notion de méthode. Méthode, ce sont des fonctions qu'on applique sur des données. D'accord? Alors, pour ça, je vais faire un petit exemple assez facile au départ. Voilà. Tiens, je vais faire une chaîne de caractères ici, et puis je vais appliquer la méthode upper. Que veut dire upper? Ça veut dire que je vais créer une chaîne de caractères où je vais mettre en majuscule, hein, upper, ça veut dire en anglais, ça veut dire majuscule, uppercase, c'est les majuscules. Donc voilà, ici, je vais mettre en majuscule cette chaîne de caractères-là. De manière réciproque, si j'ai une chaîne qui est en majuscule, je peux lui demander aussi à Python de la mettre en minuscule. D'accord? Voilà, c'est ce genre de petite méthode. Là, je vous les présente pour montrer que ça existe. On va en apprendre quelques-unes qui nous permettront de faire des traitements sur les chaînes de caractères. Ça marche aussi avec des variables. Si je donne cette chaîne de caractères-là, si je fais a.upper, eh bien, je crée la chaîne de caractères en majuscule. Mais attention, la méthode que j'ai appliquée ne va pas changer le contenu. C'était déjà en majuscule, c'est pas très spectaculaire. Je vais mettre ça en minuscule, d'accord? Mais attention, la valeur de la variable n'a pas changé. Hein. Quand j'applique une méthode au contenu d'une variable, ça ne change pas le contenu de la variable. Maintenant, je peux très bien faire aussi b égale a point lower, et je vais mettre dans b la chaîne de caractères A mise en
minuscule. D'accord? Donc voilà, il y a des petites chaînes de... Oui, alors oui, effectivement, Massina, bonne question. Oui, ce sont des choses qu'il va falloir apprendre un peu à Python. Oui, c'est des choses, c'est des fonctions, des méthodes qui sont prédéfinies. D'accord? On n'a pas à le programmer. Hein, il y a des facilités comme ça qui sont faites par Python. C'est un peu comme en Python, c'est un langage de programmation. Il y a des mots-clés. Il faut apprendre ces mots-clés, un peu comme on apprend un alphabet pour faire des mots, et puis on apprend la grammaire. Alors, il y a d'autres chaînes de caractères. Alors, par exemple, il y a aussi la méthode find. Find, comme son nom l'indique, c'est pour chercher. Donc là, je vais chercher la première fois où apparaît A. Et ici, la première fois, ça me répond 0. C'est un peu bizarre, mais non, parce que la première fois où apparaît A, c'est à la case 0 ou à l'indice 0 de la chaîne de caractères. D'accord? Et si je lui demande de chercher, par exemple, Z, qui n'existe pas dans cette chaîne-là, il me répondra -1. -1, ça veut dire qu'il n'y a pas de Z dans la chaîne de caractères qui est mis ici. Un find, ça veut dire tout bonnement chercher. Et si on ne trouve pas la lettre, ou on peut faire plus compliqué qu'une lettre, hein. On peut demander, par exemple, on peut demander un dinucléotide, hein. On n'est pas obligé de se borner à un nucléotide. Il me répond 0, pourquoi? Bien parce que la chaîne de caractères AT apparaît ici en position à l'indice 0 de la chaîne ATGC. D'accord. Et le -1, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé. Si je lui demande de chercher la chaîne, si je lui demande de chercher dans ATGGTC la chaîne ATZ, il va me répondre -1 parce que, eh bien, -1 ne fait pas partie de cette chaîne-là. D'accord? Voilà. Alors, on peut aussi compter des lettres. On l'utilisera tout à l'heure. Pardon. Voilà, on peut aussi compter. Donc tout ça, il faudra l'apprendre, mais ça va vite. Hein. Find, c'est trouver ou chercher. Upper, c'est pour mettre en majuscule. Lower, c'est pour mettre en minuscule, etc., etc. On a, voilà, c'est quand même assez simple à trouver. Ici, je vais créer donc une chaîne de caractères comme ça, et je vais lui demander de compter ici le caractère A. Combien de fois apparaît A dans la chaîne? Il apparaît une fois. Je peux lui demander de compter le T. Le T à vue de nez, il apparaît 3 fois. Effectivement, il apparaît 3 fois. Et si je lui demande de compter le nombre de Z, comme il n'y a pas de Z dans cette chaîne de caractères-là, eh bien, il va me dire 0. On peut faire pareil en mettant la chaîne dans une variable. Voilà, j'ai mis la chaîne dans une variable. Et puis, je peux lui demander b.count de Z. Dans cette chaîne, donc B contient la chaîne qui est juste au-dessus, il n'y a pas de Z, donc il me répondra, il y a 0 Z dans la chaîne qui est spécifiée sur l'ordinateur. Voilà pour la mission de méthode. Une méthode, en gros, c'est parce qu'il y a un point, vous voyez, il y a une variable ou une donnée, et ensuite il y a un point. Et ben, le point dénote ce qu'on appelle les méthodes. On peut aussi avoir des fonctions, c'est-à-dire connaître la longueur d'une chaîne de caractères. D'accord? Ici, par exemple, len de ATC, c'est 3. Pourquoi? Bien parce que dans la chaîne de caractères ATC, il y a 3 caractères. D'accord? Si je mets cette chaîne de caractères ici dans une variable, voilà, je peux aussi faire len de A. Len de A, ça veut dire combien y a-t-il de caractères dans le contenu, dans la chaîne qui est contenue dans la variable A. Ici, cette chaîne, elle fait 4 caractères, ATGC c'est 4 caractères, et donc la longueur de la chaîne, ce sera 4. Voilà, donc il y a pas mal de petites facilités et de petites fonctions qui vous sont offertes pour pouvoir rapidement développer des choses en Python. Voilà, donc len c'est quoi? Len c'est la longueur. Alors je le mets dans le longueur d'une chaîne. Une chaîne de caractères. Je le mets dans la zone de chat. Je vais essayer de mettre quand même les accents. Voilà, len c'est la longueur d'une chaîne de caractères. Donc voilà. Et je peux remontrer le find. Le find c'est pour chercher. Donc ici, alors je vais faire un clear. Je vais mettre ici dans une variable, je vais mettre la chaîne A, T. Là, j'ai mis cette chaîne-là. Et le find, je vais ici chercher le caractère Z.
Sous-entendu, est-ce que le caractère Z existe dans la chaîne de caractères qui est stockée dans la variable A? Oui ou non? Et c'est là que c'est un petit peu contre-intuitif, mais on aura l'occasion de le retravailler largement en TP. Si le Z n'est pas contenu, il va répondre -1. -1, ça veut dire non, cette chaîne n'existe pas. D'accord? Voilà. En revanche, si je lui demande de trouver C, eh bien, il va trouver. Quand il met 8, c'est pas qu'il a trouvé 8C. Ça veut dire que la première apparition de C se trouve en position 8, à l'indice 8 de la chaîne de caractères contenue dans A. D'accord? Différent de count, où dans count, on va compter le nombre de C. Et ici, on me dit que dans cette chaîne-là, il y a 2 fois C. Hein? Donc le find et le count ne sont pas la même chose. Voilà, donc on va... Oui, effectivement, Massina, ça peut aider à trouver un codon start. Effectivement, on le verra. On va programmer des choses qui ressemblent à des recherches d'ORF, d'Open Reading Frame, et une Open Reading Frame, un cadre ouvert de lecture, enfin, en tout cas, une CDS, Coding Sequence, ça commence par un ATG, et ça se termine par un codon stop. Il y a 3 codons stop, hein, on les reverra. Voilà. OK, alors maintenant, on en a fini avec Python en mode calculette. Maintenant, on va commencer à faire un programme. Donc, pour faire un programme, on va se reporter sous Replit à la première fenêtre. D'accord? Là, hop, je vais faire un clear ici sur cette fenêtre-là. Et maintenant, on va s'intéresser à la fenêtre qui est à gauche. La fenêtre qui est à gauche, il y a un tout petit programme, un tout petit programme qui est simplement un programme qui permet d'afficher bonjour le monde. Hein, en général, quand les informaticiens font des programmes, le premier programme qu'on demande à faire, que ce soit en C, en C++, en Java ou en Python, c'est de faire un programme qui dit Hello World. Ok, voilà, c'est le cas. Donc là, il est fait d'avance. Ce programme, c'est afficher Hello World. Donc quand vous allez appuyer sur Run, va s'afficher Hello World. D'accord? Donc voilà, on va maintenant passer en mode programmation. Voilà, donc maintenant, je vais enlever Hello World parce que ça ne m'intéresse pas. Ici, je vais commencer à écrire un programme. Dans A, je vais stocker la chaîne ATCC. Dans B, je vais calculer la longueur de la chaîne ATCC. Et je vais afficher la longueur la longueur de la chaîne. Voilà, c'est un petit programme qu'on peut faire. Donc si j'appuie sur Run, eh bien, le programme va me répondre 4. Effectivement, dans la variable A, j'ai stocké la chaîne de caractères ATCT. D'accord? Dans la variable B, j'ai stocké la longueur de la chaîne qui est contenue dans la variable ATCT. Et la longueur de la chaîne, c'est 4. Et j'affiche cette longueur de chaîne, c'est 4. D'accord? Donc voilà, c'est votre premier programme ici. C'est un programme, c'est une suite d'instructions. Tout à l'heure, on a vu des instructions qui n'étaient pas chaînées les unes avec les autres, et un programme, c'est un chaînage d'une suite d'instructions. Alors le print, on peut le raffiner. D'accord? Je peux marquer ici le résultat. Par exemple, le résultat est égal, ici, et comme ça, j'afficherai ça. Donc, si je lance le programme, eh bien, la première instruction dans A, la variable A, je mets la chaîne de caractères ATCC. La seconde instruction dans B, je mets la longueur de la chaîne de caractères. Et enfin, la troisième instruction, j'affiche le résultat de l'exécution du programme. D'accord? Alors, le print, il est assez... voilà. Tout ce qu'il y aura entre les guillemets, ce sera des caractères, des chaînes de caractères qui seront affichées à destination d'un utilisateur. D'accord? Voilà. Donc, je peux mettre... alors, est-ce qu'il supporte les accents? Je vais regarder. Parfois, ça dépend. Mais... Oui, il supporte les accents. Attention, certaines versions de Python... ne supporte pas les accents, donc on n'en met pas forcément. Ici, on a la version 3.8, donc ça va. Voilà, donc ça, c'est votre premier programme. C'est une suite, finalement, c'est tout simplement une suite d'instructions. D'accord? Allez, je peux faire un autre programme. Tout à l'heure, ici, dans A, je vais mettre 6. Dans B, je vais mettre 7. Je vais créer une variable qui s'appelle A plus B. Je vais afficher
le contenu de cette variable. Si je fais run, alors attendez, si je fais run, c'est 13. Effectivement, 6 et 7, ça fait 13. Si on n'est pas content de l'affichage, on peut raffiner et de nouveau mettre le résultat du programme. Alors, le résultat du programme est, et ensuite on met la variable, on affiche le contenu de la variable C. Donc voilà, le résultat du programme et la variable C. D'accord? Donc, là, Ahmed me pose une question, il n'y a pas besoin de point-virgule? Non, en Python, il n'y a pas de point-virgule. En C, certains langages ou en Java, il y a besoin de point-virgule, mais en Python, il n'y a pas besoin de point-virgule pour faire des programmes. Voilà. Voilà, donc ça, c'est votre premier petit programme. Vous voyez, c'est simplement, j'aurais pu le faire, alors regardez, j'aurais pu le faire aussi dans le mode calculatrice. Hein. Si je me mets en mode interactif, je mets A égale 6, je mets B égale 7, je mets C égale A plus B, et puis ensuite, j'affiche le contenu de B. Hein. C'est pareil, sauf que un programme, c'est un chaînage automatique d'une suite d'instructions. C'est exactement ce que j'ai fait à gauche et à droite. À droite, je l'ai fait en mode interactif, je fais les lignes de commande une par une, alors qu'à gauche, je le fais en mode, voilà, je l'ai fait en mode programmation. Alors, quelqu'un veut-il me parler? Oui, il y a quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez le droit de. Ok. Voilà. Alors, on va continuer. Voilà, c'est votre premier programme. Alors maintenant, je vais introduire quelque chose. Alors, j'espère que vous avez à peu près suivi jusqu'ici. Maintenant, je vais faire quelque chose qui va troubler énormément. Il va troubler énormément de monde. On va faire un petit programme. Alors, quand on programme, je rappelle que quand on fait un programme, le programme, il n'est pas à destination du programmeur. Hein. En général, un programmeur développe un programme et il le met à disposition d'utilisateurs. Mais quand on programme, on est à la fois développeur de son programme et utilisateur de son programme. Il y a une sorte de schizophrénie un petit peu là-dedans qui peut choquer un petit peu au départ. Alors voilà, ici, on va développer un programme qui permet à un utilisateur de saisir une chaîne de caractères, d'accord, et qui va compter le nombre de caractères et afficher le résultat à l'écran. Alors on y va, je déclare une variable, et pour faire collaborer votre programme avec un utilisateur, eh bien, on emploie la commande input. Donc ça, c'est entrée, je vais mettre un petit message à destination de l'utilisateur, entrée votre chaîne de caractères, votre séquence d'ADN, tiens, c'est mieux, votre séquence d'ADN. Voilà, donc là, on va attendre de l'utilisateur, le programme, quand on va l'exécuter, il ne bougera pas tant que l'utilisateur de votre programme n'a pas rentré une chaîne de caractères. Ensuite, nous, on va calculer la longueur de cette séquence, l'utilisateur a rentré, et on affichera la longueur, donc la longueur de votre séquence d'ADN. Et puis ici, on affichera le résultat de B. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on fait l'exécution? Là, ici, on demande que l'utilisateur rentre une séquence d'ADN. Ce que je vais faire. Et votre programme, il va calculer la séquence la longueur de la séquence qui a été rentrée par l'utilisateur et il va afficher la longueur de la séquence. Si on veut, on peut mettre aussi, on peut faire un rappel, on peut faire print votre séquence est, virgule A, et enfin afficher la longueur de la séquence. Donc, si je fais ça, je fais run, là l'utilisateur va rentrer sa séquence d'ADN, ATGC. Votre séquence est ATGC et la longueur de votre séquence d'ADN est 4. D'accord? Voilà, c'est un petit programme ici qui
permet de rentrer qui permet à un utilisateur de votre programme de rentrer une séquence et votre programme va calculer la longueur de cette séquence-là. OK? Donc, j'en vois par la zone de chat que certains d'entre vous sont un petit peu perdus. Donc, à gauche, il y a le programme. Via le bouton Run, eh bien, un utilisateur va pouvoir se servir de votre programme et votre programme va afficher la séquence qui a été rentrée par l'utilisateur, va calculer sa longueur et va afficher le résultat de la longueur. D'accord? Allez, on va faire un autre petit programme. Donc ce programme-là, je peux vous le passer dans la zone de chat. Comme ça, vous pourrez l'utiliser plus tard pour regarder si ça marche bien dans votre repeat. D'accord? On va faire un autre petit programme qui va nous servir par la suite. Donc ça, j'efface ce programme-là. Alors pour l'instant, comme vous n'avez pas de compte, tout ce qui est tapé ici, vos programmes sont perdus. Vos programmes sont définitivement perdus. D'accord? Alors, vous posez plein de questions, hein, c'est super. J'essaie de ne pas trop perdre le fil des choses. La question qui me demandait comment on fait pour faire un sogging, eh bien, alors, le print fait par défaut un sogging. Sinon, il faut ajouter un anti-slash n, mais ça, on verra ça plus tard quand on commencera à mieux faire les choses. Par contre, il y a une question qui m'interpelle, c'est qu'est-ce qu'un input? Eh bien, un input, ça permet à un utilisateur de communiquer avec votre programme. D'accord? Voilà, merci Christelle. Voilà, vous développez un programme. Si dans votre programme, alors je vais mettre la caméra, parce que là, je m'emballe. Donc, voilà, je vais mettre la caméra, je serai peut-être moins emballé. Voilà. Un input, c'est une instruction Python qui permet à l'utilisateur de communiquer avec votre programme. D'accord? Les inputs, ce sont les données. Input, en anglais, ça veut dire rentrer. Donc, quand vous mettez dans votre programme Python un input, c'est que vous demandez à un utilisateur de saisir quelque chose, de saisir une donnée. Ici, on donne une chaîne de caractères au programme. D'accord? Donc, oui, c'est comme le scanf en C, mais attention, hein, tout le monde ne connaît pas le C ici. Hein. Donc voilà, donc input, ça permet à un utilisateur de rentrer des données qui seront traitées par votre programme. Alors c'est justement, je vais faire un petit programme ici. Je vais demander, toujours créer une variable A. Dans cette variable A, je vais demander à un utilisateur de rentrer une séquence d'ADN. D'accord? Ensuite, dans une variable B, je vais compter combien de A il y a dans la séquence d'ADN. D'accord? Et je vais afficher le nombre de A en résultat. Voilà. D'accord? Donc voilà un petit programme qui fait 3 lignes. Première ligne, le programme s'arrête. Quand je vais faire run, le programme va s'arrêter parce qu'il va trouver un input et qu'il attend de l'utilisateur que l'utilisateur lui fournisse un input. Ensuite, il va compter le nombre de A, et ensuite le nombre de A est, ce sera le résultat de mon programme. Allez, je vous passe éventuellement par la zone de chat. Alors, je l'exécute d'abord. Voilà, la séquence d'ADN ATGC. Le nombre de A est, j'ai oublié d'afficher, hein, le nombre de A est, et ici, il faut que je mette virgule, c'est une syntaxe qu'il faut connaître. Le contenu de la variable B qui va contenir le nombre de A. Donc, si on fait ça, la séquence d'ADN, une toute petite séquence, ATGC, que je maîtrise, il y a un A, donc le nombre de A est 1. Si je fais un run de nouveau de votre programme, si je mets une séquence d'ADN un petit peu plus costaud, voilà. Ici, le nombre de A est 10. Bon, je fais confiance au programme, hein, c'est le count qui a calculé le nombre de A. Voilà, donc ça c'est... Alors maintenant, je vais continuer. On va calculer le pourcentage de A. Alors qu'est-ce que c'est que le pourcentage de A? Eh bien, je vais l'appeler P, le pourcentage. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être la longueur de la chaîne rentrée par l'utilisateur, multipliée par 100, et divisé, non, c'est le pourcentage de A, pardon, excusez-moi, c'est le nombre de A, c'est-à-dire B, fois 100, divisé par la longueur de la chaîne, hein, la longueur de la chaîne. Pourquoi j'ai mis une parenthèse? Voilà, la longueur de la chaîne A.
Voilà, ça doit être à peu près le calcul du pourcentage de A. Donc non seulement il va m'indiquer le nombre de A, mais ensuite il va m'indiquer le pourcentage de A. Pourcent A égale virgule P. On y va. Au départ, je rentre une chaîne que je maîtrise, à TGC, il y a un A, et un A ici, ça fait 25%. Voilà, ici, le nombre de A dans cette chaîne-là, c'est 1, et le pourcentage de A, c'est 25%. Voilà, c'est 25%. Si je rerun le programme, si je mets une chaîne un petit peu plus costaud, que je ne maîtrise pas, voilà, ici, il me dit qu'il y a A, voilà, que le nombre de A, c'est 38%. Voilà. Ok, alors maintenant je vais prendre un petit peu de temps, avant de passer à la suite, je vais prendre un petit peu de temps pour regarder les questions éventuellement que vous me posez. Je vais vous donner dans la zone de chat ce petit programme-là, que vous allez pouvoir éventuellement tester sous Replit. Voilà, et alors le pourcentage, attention, ici quand je mets le pourcentage, non, c'est ici, le pourcentage, il est contenu dans B, dans P, d'accord? Là, quand j'ai mis pourcent, c'est à destination de l'utilisateur. Je pourrais très bien mettre pourcentage de A égale. C'est un message, vous voyez ce que je veux dire? Donc si je exécute ça et que je mets ATGC, ici, le pourcentage de A égale 25, d'accord? Je pourrais changer, alors, quand on met des dièses, c'est pour dire que ça ne fait plus partie du programme tout en le laissant. D'accord? C'est ce qu'on appelle les commentaires. Je pourrais changer mon message à destination de l'utilisateur en mettant un autre message, là, en mettant un autre message, ici, je pourrais lui dire j'affiche P, et ensuite j'affiche le caractère pourcent. Et je peux changer les messages, je peux changer ce que je veux. D'accord? Si je rentre ATGC, eh bien, il m'indiquera 25% de A, parce que c'est moi qui dis pourcent. D'accord? Et si ici, je remplace ce pourcent par pourcent, pardon, décidément, là, tout ce qui est dans les chaînes de caractères, ce sont des messages à destination de l'utilisateur. Voilà, 25% de A. D'accord? Je peux mettre ce que je veux ici. Voilà, donc bon, le mieux c'est de laisser pourcent parce que tout le monde comprend ce que veut dire pourcent. Donc si je laisse ça, mon programme, quand je l'utilise, la TGC, eh bien, il dira 25% de A, c'est très bien, tout le monde comprend ce que ça veut dire. D'accord? Voilà, je regarde un petit peu le... Oui, tout à fait. B fois... Oui, on est bien d'accord. Je suis d'accord avec William. Hein. B fois 100 divisé par ln de A, c'est pour calculer le pourcentage de A, ici, qu'il y a dans la chaîne qui est contenue dans la variable A. D'accord? Voilà, le temps file. Donc, je vais continuer. On va continuer. Alors, rapidement maintenant, bon, on a vu les choses principales. Maintenant, on peut faire aussi des tests. D'accord? La notion de if avec des tests. Je vais vous apprendre ça rapidement. Qu'est-ce qu'un test? Donc voilà, je vais faire un petit programme. Ici, dans A, je vais mettre 8. Et je vais dire, si A est supérieur à 6, alors je vais faire afficher print supérieur à 6. Et sinon, else, eh bien, inférieur à 6. Alors là, j'ai oublié de mettre des chaînes de caractères. D'accord? Voilà, donc on peut faire un petit programme, if-else. Donc vous pouvez retrouver ce if-else dans le petit PDF que je vous ai qui a été mis à votre disposition. Voilà, c'est une instruction conditionnelle, c'est le transparent 23.
D'accord? Si une condition est vérifiée, alors on va exécuter les instructions, certaines instructions, les instructions qui sont, voilà. Et sinon, sinon, if, ça veut dire si. Donc, si la condition est vraie, on affiche supérieur à 6. Sinon, else, ça veut dire sinon. Sinon, si la condition n'est pas vraie, on affiche inférieur à 6. Donc, si je rentre le programme ici, effectivement, si je fais une exécution du programme ici, eh bien, comme dans A, il y a 8, la valeur de A, c'est 8. Est-ce que 8 est supérieur à 6? Oui. Donc, je vais imprimer supérieur à 6. D'accord? Sinon, si, par exemple, je change mon programme et que dans mon programme, je mets ici 1 et que je l'exécute, eh bien, il va me dire inférieur à 6. Pourquoi? Dans A, cette fois, il y a 1. Est-ce que 1, c'est supérieur à 6? Non. Donc, je vais afficher ce qui fait partie du else. D'accord? Donc voilà. Donc c'est comme ça que ça va se passer. D'accord? Donc il y a une syntaxe qui est assez particulière à appliquer. Ça commence par le mot-clé if. Ensuite, il y a une condition. Une condition, c'est quelque chose qui retourne vrai ou faux. Ensuite, il y a 2 points. Et en dessous les 2 points, il y a toutes les instructions qui sont exécutées si l'instruction est vraie. Si la condition est fausse, en revanche, on va au else et il y aura toutes les instructions après le else qui sont exécutées si l'instruction est fausse. Par exemple, ici, je peux mettre 2 instructions. Si c'est vrai, je peux mettre aussi au revoir. Donc, si l'instruction est vraie, donc ici, je vais mettre 9, par exemple, eh bien, va s'afficher supérieur à 6, au revoir. Et puis, si l'instruction est fausse, si je veux dire tant pis, je vais mettre tant pis, par exemple. Voilà. Et donc, si la condition est fausse, si je mets A égale 1, eh bien, il va s'afficher inférieur à 6, tant pis. D'accord? Donc voilà, c'est ce genre de choses qui sont très importants hein, à utiliser quand on fait de la programmation, c'est-à-dire des tests de modalité, comme ça. Oui, tout à fait, c'est une bonne question. Ça fait partie du mot-clé du langage. Regardez, par exemple, si ici je ne mets pas les 2 points, je vais les enlever, Python va dire qu'il y a un problème, il ne comprendra pas. Il me dit, vous voyez, il me dit if A supérieur à 6, syntaxe erreur, invalide syntaxe. D'accord? Donc, ça fait partie des mots-clés du programme. Si vous voulez que Python comprenne votre expression conditionnelle, il faut absolument mettre les 2 points. D'accord? Pareil, au niveau du else, si j'enlève les 2 points et si j'exécute le programme, eh bien, il nous dira, au niveau du else, attention, il y a une syntaxe erreur, une erreur de syntaxe, parce que pour Python, après else, il y a 2 points. S'il n'y a pas de points, le programme n'est pas compris. Hein. Donc, il faudra absolument faire attention. De la même manière, ici, si le print, je l'ai mis sans le décaler par une tabulation, c'est fait automatiquement hein, sous Replit. Hein. Mais si je l'ai mis sans décaler ici, il va me dire qu'il y a un problème aussi. Il ne comprend pas. D'accord? Il comprend indentation error. Indentation, ça veut dire il est mal positionné. Donc, il faut mettre une tabulation pour bien le positionner. D'accord? Et là, enfin, le programme, il va être compris. D'accord? Donc, les 2 points, les tabulations sont très importantes. Ce sont des syntaxes qu'il faut maîtriser et qui sont très importantes pour pouvoir programmer avec Python. Alors, dernière chose, et ensuite on va en arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, c'était voilà. Juste, on a vu l'affectation. Alors, l'affectation, c'est vraiment. Alors, je reprends peut-être la caméra pour ceux qui me voient. L'affectation, c'est vraiment une des choses. L'affectation, c'est vraiment une des choses les plus importantes en Python. Ensuite vient les tests, les conditions. On n'a pas eu le temps de beaucoup les voir, mais je pense que ça n'intervient qu'au TP2. Donc, vous avez encore le TP1 pour prendre en main Python. Voilà. Et ensuite, la dernière chose qui est intéressante à voir, ce sont les boucles. Parce que la force d'un ordinateur, c'est de pouvoir répéter un grand nombre de fois la même suite d'instructions. Voilà. On va en terminer là. Et ensuite, je vous reparlerai un peu de Replit. Voilà, donc dernier programme à faire, je vais faire une boucle, je vais avoir un indice dans lequel je vais mettre 8, les boucles c'est while, qui veut dire tant que i est inférieur, je vais mettre 0, pardon, tant que i est inférieur à une valeur que je vais mettre ici 8, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher la valeur de i, je vais dire que la nouvelle valeur de i c'est l'ancienne valeur plus 1, et voilà un petit programme, c'est une boucle ça, hein. Ça c'est ce qu'on appelle une boucle. Voilà, ça permet de répéter un grand nombre de fois la même instruction. Si j'exécute ce programme, eh bien, va s'afficher la suite des chiffres
de 0 jusqu'à 7. Pourquoi? Au départ, dans la variable, j'ai mis 0. Ensuite, tant que le test ici, i inférieur à 8, est vérifié, eh bien, je vais dans ma boucle. Est-ce que le contenu au départ de la variable i est inférieur à 8? Au départ, dans i, j'ai mis 0. 0, c'est bien inférieur à 8. Alors, je vais afficher la valeur de i, qui contiendra 0, et je vais dire que la nouvelle valeur de i, c'est la valeur courante de i, c'est-à-dire 0, auquel je vais rajouter 1. Donc, c'est 1. Et je vais de nouveau aller voir mon test. Est-ce que 1 est inférieur à 8? Oui. Donc, je vais afficher 1. Et je vais dire que la nouvelle valeur de i, c'est la valeur courante 1 auquel je vais ajouter 1, ça fera 2. Et je vais retester. Est-ce que 2 est inférieur à 8? Oui, etc. etc. D'accord? Et donc ici, moi, dans ma boucle, ici, je peux mettre des choses énormes. Je peux mettre 10 000, 100 000. Si j'exécute, hop, Python va afficher les 100 000 premiers chiffres. Alors je fais stop, hein, parce que voilà, non, ça y est, il l'a fait. Voilà, hein. Donc voilà, je peux faire répéter à Python un grand nombre de fois la même suite d'instructions. D'accord? Voilà, ici je vais demander d'afficher les nombres qui vont de 0 à 100, 100 pas compris puisque c'est strictement inférieur à 100, et donc Python, de bonne grâce, ici, a affiché tous ces... alors j'ai perdu la main, non, ici. Voilà, a affiché tous ces points. Voilà, ok. Les cours magistraux durent maintenant plus 1h30 mais 1h20, donc il est temps de prendre fin ici. Alors, pour Replit, je vais quand même vous dire ça. Hein. Donc j'espère que vous avez pas suivi. Évidemment, toutes les notions qu'on a vues là vont être travaillées en TP. Je vais quand même, avant de vous quitter, dire deux choses. Donc, si vous, je fais un petit... Alors, je vais remettre la caméra, si pour ceux qui me voient. Mettre la caméra pour ceux qui me voient. Alors, partager la vidéo, voilà. Voilà, donc, si vous avez un Mac ou un Linux, Python est déjà dessus, il n'y a pas de souci. D'accord? Si vous avez un Windows, installer un IDE qui traite Python sous Windows, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir sur le site web de Versailles, dont je vous ai passé l'adresse web, hein, sur Catab numérique. Vous aurez deux choses à faire. Installer ce qu'on appelle une VirtualBox et installer la virtual machine. D'accord? Donc, il y a deux logiciels à installer pour pouvoir faire du Python ensuite sur votre ordinateur sous Windows. Mais tout ça, c'est bien compliqué. D'accord? Et éventuellement, ce que je vous conseille, surtout si à un moment on doit faire les TP de Python ou les TD de Python en distanciel, si vous n'arrivez pas à installer de machine virtuelle, eh bien vous allez sur Replit, comme on vient de le faire. Avec ce qu'on vient de voir sur Replit, eh bien vous êtes capable de faire quasiment tous les premiers TP. D'accord? En revanche, ce que je vous conseille, c'est de vous créer un compte sur Replit. D'accord? Ici, on a été sur Replit en utilisateur anonyme. On n'a pas créé de compte. D'accord? Voilà. Ce que je vous conseille sur Replit, eh bien, c'est... alors, je vais de nouveau aller sur Replit. Alors, attendez. Replit. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Voilà. Donc, vous allez sur Replit, ici. Voilà. Et vous cliquerez sur Start Coding. Vous allez vous créer un compte comme ça. Tous les programmes que vous aurez développés, vous les garderez sur le cloud de données de Replit. D'accord? Donc, vous n'avez besoin de rien. Tout est là. D'accord? Donc, pour créer un compte, vous faites Start Coding. Voilà. Et ici, il va vous demander un username. Vous mettrez ce que vous voulez. Un email. Il ne faut pas mettre un email bidon, parce qu'il va vous demander une confirmation. Hein. Vous avez un mail, et pour ouvrir votre compte, il va vous demander une confirmation. Et enfin, un petit password. OK? Voilà, vous n'aurez plus qu'à signer. Il vous ouvrira un compte quand vous aurez activé ce compte via le mail qu'il vous enverra. D'accord? Et faire comme ça, l'intérêt de faire comme ça, il est double. C'est que vous garderez les programmes sur le cloud de données de Replit. D'accord? Mais si vous n'arrivez pas dans un premier temps, pas de problème, vous pourrez faire tous les TP et les TP en faisant comme on a fait ici, d'accord, en cliquant sur Python dans Replit. D'accord? Voilà. Écoutez, j'espère que la solution Replit, si vous n'avez pas installé de virtual machine, vous conviendra.
Moi, je vous dis au revoir. J'espère que ça s'est bien passé. Et puis, on se reverra bientôt pour les prochains télés. Merci à vous d'être restés si patients, si nombreux. Et on se reverra bientôt. Voilà, d'ici là. Je vais être obligé de vous quitter car j'ai un autre cours.